sommaire de ce journal, 3 morts et 7 blessés sur la route de l'aéroport de Yoff ce matin. À l'origine de l'accident, il y aurait une course-poursuite entre 2 camions. Au-delà du choc, cet accident pose la question des conditions d'attribution du permis de conduire pour les poids lourds. Mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna. Le collectif Nyolank Nyobagne remet cela demain vendredi. Cette fois-ci à Guédiawaye. Installation du comité de pilotage du dialogue national cet après-midi, radioscopie d'une liste de 86 membres. Et comme nous le verrons, tous ne font pas l'unanimité dans les organisations qu'ils représentent. Pour les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. La Turquie va militairement soutenir la Libye de Fayez al-Sarraj. Déclaration aujourd'hui de son président Recep Erdogan. Le Parlement turc examine la motion le 7 janvier prochain. Kémi Seba jugé en comparution immédiate au Burkina Faso aujourd'hui. Une annonce du procureur de la République burkinabé. Le développement tout à l'heure dans la page inter de cette édition. Les titres sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Dimanche prochain, la finale des phases départementales de Dakar avec la Ligue des Champions. Une finale qui va opposer ASC Liberté 4 à ASC Koloban. Les organisateurs ont pris les devants pour la réussite de la fête. Et puis nous allons aussi nous rendre à Kilmahambakol. C'est une localité située dans le département de Tivaoun. Des talents de footballeurs, il y en a, mais les jeunes peinent à avoir des infrastructures pour montrer la plénitude de leur talent. Et puis nous allons nous intéresser au Boxing Day. C'est aujourd'hui une rencontre qui va attirer les attentions. C'est le match qui va mettre aux prises le leader Liverpool à l'équipe de Leicester, les Foxes. 10 points séparent les deux formations. Les détails dans le journal des sports. Mohamed Ali Mouba signe la revue de la presse de ce 26 décembre. Et puis le journal 2019. À la fin de cette édition, Babacar Fall et toute la rédaction nous feront revivre les faits saillants de cette année 2019 qui tire à sa fin. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba et horreur ce matin sur la route de l'aéroport à hauteur du stade Léopold Sédar Senghor. Des camions lourdement chargés qui roulent à vive allure. L'un fait voler en éclats le rétroviseur d'un véhicule particulier, l'autre qui percute mortellement l'automobiliste qui sortait de sa voiture pour constater les dégâts. Il y a 3 morts et de nombreux blessés, dont certains dans un état grave. Amadou Sabarba. Madame Mané, transitaire au port autonome de Dakar, n'arrivera jamais au bureau. Cette mère de 3 enfants est morte dans l'accident, selon Elhaj Abdul Aziz Ndir, qui a assisté à l'horrible scène. J'étais à côté quand la dame sortait de son véhicule pour dire au chauffeur qu'il a cassé son rétroviseur. Ce dernier s'est excusé. En ce moment que le deuxième camion frigorifique est venu en allure et tué la femme sur le coup. Je pense que le camion n'avait pas de bon frein et le chauffeur ne pouvait plus maîtriser le véhicule. Tout serait parti d'une course entre 2 chauffeurs de camions remplis de poissons. L'accident s'est passé vers 5h30 et 6h du matin au niveau de la passerelle du stade Léopold Sédar Senghor, à quelques mètres du pont de l'émergence. Charlemagne Sonko, commandant des opérations de secours de la brigade des sapeurs-pompiers de Rufisque. L'accident implique 4 véhicules, 2 frigoristes, plus un véhicule particulier et un minicar, occasionnant 11 blessés, dont 3 corps sans vie et 8 blessés, 7 blessés graves et un léger. On nous a alertés à 6h40. Les secours sont arrivés ici à 6h50. Un autre fait déploré, l'indiscipline des chauffeurs et l'insensibilité de certains témoins au moment de l'accident. Pour lancer un appel à la conscience des chauffeurs, à l'inconscience des chauffeurs, il faudrait qu'un travail vraiment soit fait à ce niveau. Vraiment, ça a été un véritable cauchemar et que c'est compliqué. Je lance un appel aux concitoyens d'avoir plus de solidarité dans de pareilles situations. Au moment de secourir les blessés, certains ont préféré prendre des photos. Les populations déplorent le comportement de certains chauffeurs qui est à l'origine de ce énième accident de la route. Je rappelle le bilan de cet accident et pour être plus précis, il y a 3 morts et 8 blessés, dont 7 graves et 1 léger. Vous avez entendu le bilan tel que donné par les sapeurs-pompiers dans ce reportage d'Amadou Sabarba. Pour l'instant, on en sait peu sur l'identité des autres victimes. En revanche, on sait que l'un des conducteurs impliqués dans l'accident se caractérise par son jeune âge, ce qui pose la question des critères d'attribution du permis de conduire pour certains types de véhicules
notamment les poids lourds et les voitures de transport en commun. Notre correspondant à Rufisque s'est rendu au garage des camions de Mbao pour en discuter avec les principaux concernés. Voici le reportage d'Abdou Diouf Diagne. Casquette sur la tête, visage fermé, Daoud Tchoun vient de sortir de la cabine de son camion garé sur le trottoir en face de la Sokosim. Il ne veut surtout pas entendre parler de la responsabilité des gros porteurs dans les nombreux accidents de la route. Non, nous n'y sommes pour rien. Nous savons conduire car nous avons appris notre métier. Ce sont les véhicules particuliers qui créent les accidents. Ils ne respectent même pas le code de la route. Si tous les chauffeurs faisaient comme nous, il n'y aurait pas d'accident. Les gens veulent nous stigmatiser. Moi, j'ai fait 11 ans avant d'avoir un permis. Un avis que ne partage pas Ali Mbeng. Ce conducteur d'un âge plus avancé que notre premier interlocuteur déclare que certains camionneurs ne sont pas exempts de tout reproche. Certains chauffeurs de camions ne respectent même pas le code de la route. Il y en a qui ont fini d'adopter une mauvaise habitude au volant, comme danser ou écouter de la musique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intrus dans notre profession, mais ceux qui sont conscients et responsables savent à quoi s'en tenir. Ce monsieur, sous couvert de l'anonymat, rencontré sur le boulevard Maurice Gueye, estime que la responsabilité est partagée. Les conducteurs de camions et ceux des véhicules particuliers sont de la même génération. Ils ne peuvent même pas comprendre ce que signifie sens interdit. J'ai vu tout à l'heure un chauffeur circuler en sens interdit. Vous voyez celui-là, il est en train de téléphoner au volant. Ce n'est pas un problème de visite technique, c'est un problème de comportement. À Rufisque, les avis sont partagés en ce qui concerne la responsabilité des camions dans les accidents de la route. Néanmoins, ils se disent tous choqués par les accidents qui anéantissent souvent des familles. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. À Mbour, cette découverte macabre dans la forêt classée de Sali. Le corps sans vie d'une femme âgée d'environ 35 ans a été retrouvé. Pour l'instant, on ignore les circonstances de ce meurtre. La gendarmerie a ouvert une enquête. RFM, partout, tout le temps. Autre aspect de l'actualité, ce nouveau vendredi de mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna. Cette fois-ci, Nyolank Nyoban donne rendez-vous à ses membres et sympathisants à Guédiawaye ce vendredi. Les revendications restent les mêmes, non à la hausse du prix de l'électricité et la libération immédiate de Guy Marius Sagna et de ses co-détenus. Les responsables du collectif ont lancé l'appel à la mobilisation lors d'une conférence de presse qui était prévue dans l'enceinte du centre de BOP et qui s'est finalement tenue devant l'entrée. Compte rendu, Salimata Aou. La conférence de presse s'est finalement tenue hors du centre BOP. Le comité directeur du centre en a décidé ainsi, explique Fadel Barro. Il faut signaler que nous sommes invités et accueillis par le Forum social sénégalais, qui a son siège social au centre. Donc c'est le Forum social sénégalais à qui on a refusé d'organiser une manifestation régulièrement comme il a l'habitude de le faire dans le centre. Debout dehors, sous un soleil de plomb, le collectif Nyolank exige des acteurs du dialogue national d'évoquer l'incarcération de Guy Marius Sagna et de ses co-détenus lors de la cérémonie d'installation. Bentaleb Sow. La stabilité sociale et la paix civile passeront d'abord par la libération prochaine de tous les otages du palais. C'est pourquoi, au moment où le comité de pilotage du dialogue va être installé officiellement, nous en profitons pour lancer un appel aux acteurs qui prennent part pour poser la libération immédiate de nos 3 camarades comme une question préalable. Rien ne peut expliquer de dialoguer comme si de rien n'était avec un président qui dénie autre le droit de s'exprimer. Selon le collectif, la mobilisation se poursuit. Des marches sont prévues ce vendredi à Guédiawaye, Louga et Thiès. La préparation d'une grande manifestation d'envergure nationale et internationale le 10 janvier 2020, dont les détails vous seront communiqués ultérieurement. Notez déjà qu'un rassemblement est prévu le vendredi 27 décembre à Guédiawaye et à Louga et le 31 décembre à Tivaouane. Le collectif Nyolank demande à tous les Sénégalais qui se sentent arnaqués par la Sénélec de leur faire parvenir leur facture à leur siège pour une prise en charge des doléances. Comme évoqué dans ce reportage, justement, installation cet après-midi au Palais de la République des membres du comité de pilotage du dialogue national. Depuis l'ouverture officielle du dialogue national le mardi 28 mai dernier, les écueils n'ont pas manqué et ils seront encore là dans la botte du président Famara Ibrahima Sagna qui conduit le conclave où les politiques étouffent toutes les autres composantes de la société. Le déséquilibre est encore notoire jusque dans le comité de pilotage composé de personnalités cooptées par le chef de l'État. Explication, Abdoulaye Cissé.
Figurez-vous qu'on parle bien du comité de pilotage du dialogue national. Dialogue national, dans l'esprit et la lettre de l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall, alors fraîchement élu au soir du 24 février, il était question, je cite, de convier à un dialogue républicain toutes les forces vives de la nation sans exclusive. Fin de citation. C'est à croire alors que dans ce pays, le politique en tant que personnalité et la politique en tant qu'activité sont les dénominateurs communs de tout. Et d'ailleurs, on le voit, quand tous n'ont pas de place directement au comité de pilotage en tant que politique, ils s'engouffrent par la fenêtre sous d'autres organisations et catégories socio-professionnelles, mais ça reste des politiques. Exemple plus éloquent avec la liste du président de la République au titre de « autres personnes qualifiées ». Elles sont 8, jugez vous-même, Doudou Wade, Thérèse Faye Diouf, Ali Gueye, Mansour Sy Djamil, Babacar Gaye, Mamadou Dieng, Mamadou Lamine Dianté, Mohamedou Bamba Ndiaye. Des personnalités plus connues en tant que politiques qu'autre chose. C'est dire si on réduit les personnes qualifiées aux seuls acteurs politiques. Voilà qui justifie peut-être que le dialogue national est plus vu comme un conclave entre politiques et pas étonnant d'ailleurs que ce soit le dialogue politique qui soit le plus avancé. Mais c'est aussi le secteur qui risque de cristalliser toutes les tensions au point de planter demain le dialogue national. Même si le président s'est engagé à appliquer l'ensemble des points de consensus sans en changer une virgule, faudrait qu'il y ait consensus d'abord. Abdoulaye Cissé en direct dans ce studio. Justement, toujours au sujet de ce dialogue national, le secrétaire général du CUSEMS conteste le choix porté sur Mamadou Lamine Dianté pour représenter les enseignants dans le comité de pilotage du dialogue national. L'ancien secrétaire général du SAEMS est coopté au titre des personnes qualifiées. Pour Abdoulaye Ndoye, il appartient aux enseignants de choisir leurs représentants. Il considère par ailleurs que le dialogue national n'a pas sa raison d'être. Le secrétaire général du CUSEMS était l'invité de RFM Matin. Si il y a un dialogue national, mais on doit convoquer les personnes morales, les représentants de ces syndicats, les secrétaires généraux. Parce que quand on doit négocier avec le président de la République, avec le Premier ministre dans les séances de monitoring, ce sont ces sept qui représentent les syndicats, naturellement. Parce que c'est eux. Si on doit choisir un parti, est-ce qu'on va choisir l'ancien secrétaire général du parti, de l'APR ou du PDS au détriment de celui qui est actuellement secrétaire général? Non, mais quand même, Mamadou Lamine Dianté est un syndicaliste, il connaît le secteur, donc il pourra bien naturellement défendre les intérêts des enseignants. Non, le problème ne se pose pas en ces termes. Nous sommes dans une république. Nous, le CUSEMS, nous sommes un syndicat. Le gouvernement ne peut pas choisir nos représentants à notre place. Il n'a pas ce droit. Le gouvernement nous adresse une correspondance et nous demande d'être représentés. Et nous allons choisir de manière démocratique et transparente nos représentants. Ce n'est pas au gouvernement de choisir nos représentants. Donc, je crois qu'il ne faut pas poser le problème en ces termes. Maintenant, l'autre précision, je crois qu'un dialogue également national, c'est en Afrique, c'est quand on est en période de crise majeure, en période de guerre civile. Mais nous pensons que si on prend au Sénégal, il n'y a pas de crise majeure. Dans l'actualité strictement politique, le leader du PDS, Maître Abdoulaye Wade, poursuit ses audiences politiques après Moustapha Cissé Lo, député membre de l'APR hier. L'ancien président de la République du Sénégal reçoit cet après-midi Khalifa Ababakar Sall, ex-député maire de Dakar. La rencontre est prévue à 18h au domicile de Maître Abdoulaye Wade à la Corniche Ouest. Il est midi et bientôt 14 minutes. Les travailleurs de la SDE se réjouissent de la décision du chef de l'État de porter à 8% leurs actions dans le capital de Suez, mais aussi sa décision d'abroger le décret de réquisition qu'il avait pris au début de ce mois. Ils se disent par ailleurs prêts pour une bonne collaboration avec la nouvelle société chargée de la gestion de l'eau au Sénégal. Écoutons Babangom, coordonnateur adjoint de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, au téléphone avec El Hadj Ndiougoudienne. La réquisition qui portait sur la tête des travailleurs a été abrogée et le président de la République a dit que c'est Suez qui va nous donner l'avancement du personnel. Dans l'actionnaire de Suez, le président de la République, après avoir consulté les secrétaires généraux des centrales syndicales, nous a accordé 0,5% du capital. Donc, qui va jusqu'à 8%. Donc, maintenant, le président de la République a pris 1% du capital de l'État, qui était de 25%. Il a pris 1%, il a donné 0,5% aux travailleurs de la Sénégalaise des eaux et 0,5% aux travailleurs de l'ONAS et de la SONES. Donc, les travailleurs de la Sénégalaise des eaux ont eu 8% du capital de Suez. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à la décision du chef de l'État, parce que lors de notre
dernière assemblée générale, nous avons dit que si toutefois nous avons eu 8%, nous serons preneurs et que le décret soit abrogé. Donc, le président a manifesté vraiment l'apaisement et le désir de collaborer avec les travailleurs de la Sénégalaise. Donc, nous l'applaudissons à deux mains. Nous attendons siège à bras ouverts. Nous allons l'accompagner dans la gestion de l'eau au Sénégal parce que nous sommes des professionnels du secteur. Après l'eau, le téléphone, la couverture du réseau téléphonique demeure un réel problème dans la région de Kédougou. C'est ainsi que des habitants des départements de Saraya et de Salémata sont obligés de se connecter sur le réseau malien. Correspondance Ibrahima Djibahate. La couverture téléphonique n'est pas effective dans plusieurs localités de la région de Kédougou, notamment dans les départements de Salémata et de Saraya, où les populations rencontrent beaucoup de difficultés avec le réseau téléphonique. Cheikh Oussamoura est le directeur d'école élémentaire de Gamba Gamba dans la commune de Bembou. Au village de Gamba Gamba, nous sommes confrontés à un problème de réseau. Là, pour appeler, il faut se déplacer, aller jusqu'à Kharakhena ou bien aller jusqu'à Moussala. Sinon, là, on est en insécurité parce que c'est quelque chose pour nous arriver, ou bien on peut avoir des malades pour les évacuer. On n'a pas le réseau pour appeler à l'hôpital ou bien appeler la sécurité comme la gendarmerie à venir vers nous pour faire une intervention. Au niveau de certains villages, il faut arpenter des collines pour pouvoir se connecter à Internet. Amad Sen est le directeur de l'école élémentaire de Kharakhena. Il faut partir sur la colline pour pouvoir se connecter. Et vous avez vu l'ampleur de Kharakhena. Kharakhena fait partie des plus grands villages du Sénégal. Même souvent les appels posent problème. Souvent le réseau ça ne passe pas. Et normalement, Kharakhena ne mérite pas ça. On devrait avoir la connexion. On a ici 2 antennes. Mais on ne comprend pas leur présence parce que 2 antennes, sans connexion, on ne comprend pas. Souvent, pour connecter, pour faire des connexions ou bien envoyer un dossier, on part sur la colline pour envoyer ça. Mais sinon, on ne peut pas rester dans le village et envoyer ça. Face à une telle situation, elles sont nombreuses, ces populations qui ont opté la solution malienne pour résoudre le problème de communication. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. 26 décembre 1982, 26 décembre 2019, le conflit casamançais a 37 ans aujourd'hui. 37 années ponctuées de violences sous plusieurs formes qui ont déchiré le tissu social dans le sud du pays et ralenti considérablement l'élan de développement économique et social dans cette région au potentiel pourtant énorme. 37 ans jour pour jour. Donc le processus de paix, bien qu'engagé à la faveur de l'accalmie, semble piétiné par des batailles de positionnement pour le contrôle du leadership au sein du mouvement irrédentiste. Lamine Ba. Il aurait été un individu, on aurait dit que le conflit indépendantiste dans le sud du pays commence à titiller l'âge de la sagesse. 37 ans, jour pour jour, qu'éclatait le conflit casamançais, avec à l'époque une forte aspiration à réaliser l'idéal de l'autonomie politique de la Casamance. Depuis lors, que d'événements tristement célèbres, soldés par des bilans macabres. On se souvient encore de Babonda, Mandina Mancagne, Diagnon, Pointe-Saint-Georges, Cap Skirring, Sindian et tout dernièrement Bofa. La liste est loin d'être exhaustive. Face au pic de la violence des années 90, des mouvements massifs de population sont notés en direction des États voisins. Cela a eu le mérite d'avoir réussi à déchirer le tissu social, saper la bonne cohabitation entre communautés et dissuader tout investissement public ou privé au fin de promouvoir le développement économique et social de la Casamance. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le fait que la situation sur le terrain reflète ni paix ni guerre et ouvre la voie à une incertitude totale sur l'issue du processus de paix. Les autorités communiquent peu sur le dossier au motif que les actions de médiation sont de nature souterraine, mais il n'est de secret pour personne que la rivalité entre les pontes qui dirigent les différentes factions du MFDC ne simplifie pas la tâche aux multiples médiateurs, eux aussi fragilisés à leur tour par la guerre pour mieux paraître aux yeux de l'exécutif. Les plus au fait de la situation diront que le conflit a connu un glissement d'objectifs, la revendication irrédentiste ayant prêté le flanc au grand banditisme. L'hypothèse est recevable, mais elle doit attirer davantage l'attention, en ce sens que cela ressemble plutôt à une économie de guerre où chacun sauvegarde ses intérêts. 37 ans donc ça suffit, il est temps d'agir par des actions concrètes. Cela implique une démarche holistique qui intègre naturellement la question des ressources naturelles, devenue aussi une source de préoccupation sécuritaire. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Binta Diallo. Bonjour Suleiman. La Turquie va envoyer des troupes en Libye. Une annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a fait cette déclaration aujourd'hui. Voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. C'est au début de l'année 2020 que le Parlement turc va examiner une motion. La motion va autoriser l'envoi de troupes turques en Libye. Les forces turques devront soutenir le gouvernement d'union nationale face aux forces de l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar. Le président Erdogan, lors d'un discours tenu à Ankara aujourd'hui, a révélé que le président turc va examiner la motion le 7 janvier prochain. Samedi dernier, le Parlement turc a approuvé un accord de coopération militaire et sécuritaire signé avec le GNA le 27 novembre lors d'une visite à Istanbul de son chef Fayez El-Sarraj. L'accord permet aux deux parties d'envoyer dans l'un et l'autre pays du personnel militaire et policier. Nous soutiendrons par tous les moyens le gouvernement de Tripoli qui résiste contre un général putschiste soutenu par des pays arabes et européens, a lancé le président turc Recep Tayyip Erdogan. Erdogan qui s'attaque aux pays arabes et à l'Europe. Dr Bakary Samb de Timbuktu Institute analyse la décision du président Erdogan qui est loin d'être fortuite. La décision de la Turquie d'envoyer des troupes en Libye vient encore complexifier le cas libyen qui était loin d'être réglé. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que ce sont des puissances étrangères qui sont en train de s'affronter par procuration sur le sol libyen et ainsi poser des problèmes graves de sécurité pour toute la région. On a d'un côté le camp des Émirats arabes unis avec l'Égypte, qui est qui fait face aussi à un autre camp, celui du Qatar, que vient renforcer la Turquie. Donc c'est une lutte entre les frères musulmans, entre aussi le camp Haftar, le camp laïque, avec notamment les Émirats arabes unis et l'Égypte. On est en train de voir aujourd'hui se développer sous nos yeux une nouvelle forme de confrontation qui va en plus mettre le facteur religieux en avant, c'est-à-dire que les frères musulmans aujourd'hui, ce camp dans lequel Erdogan est très très affirmé, mais avec le soutien très fort du Qatar, est en train de s'affronter contre le camp des Émirats arabes unis, mais aussi de l'Égypte. Au moment où on s'interroge sur la résolution de la crise libyenne, voilà que le sol africain devient encore le terrain de compétition pour des objectifs qui ne sont pas les siens, mais aussi pour des objectifs stratégiques regardant certaines puissances qui veulent aujourd'hui transférer leur agressivité, transférer leur conflit sur le sol africain, notamment sur la Libye qui est encore très très sensible. Autre aspect de l'actualité internationale, Kémy Séba, jugé aujourd'hui au Burkina Faso, comparution immédiate après une garde à vue de 5 jours. Le procureur de la République du Faso a fait cette déclaration, comparution immédiate pour jugement aujourd'hui. Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, en garde à vue depuis 5 jours à Ouagadougou. Koumba Sandiane Faye. Kémy Séba a poursuivi dernier pour avoir dénoncé la soumission des chefs d'État africains au néocolonialisme français. L'activiste entame aujourd'hui son 5e jour de garde à vue au commissariat de Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est aujourd'hui que le procureur de la République burkinabé a annoncé que le président de l'ONG Urgence panafricaniste va être jugé en comparution immédiate. Kémy Séba et son assistant ont été arrêtés lors d'une conférence publique à Ouaga. L'activiste a également déclaré que nos présidents ne président rien, ils sont présidés. 200 migrants subsahariens secourus par les gardes-côtes espagnols. Ils étaient dans 3 embarcations de fortune en provenance du Maroc. Près de 200 migrants clandestins secourus entre le détroit de Gibraltar et aux îles Chafarines par les gardes-côtes espagnols. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 1246 migrants clandestins sont morts en 2019 en tentant de traverser la Méditerranée. Et en Italie, Suleiman, le ministre de l'Éducation nationale, a démissionné ce matin. Lorenzo Fioramonti reproche au gouvernement de ne pas lui avoir alloué des crédits nécessaires pour améliorer la situation des écoles et des universités. Merci Binta Diallo. Bienvenue à vous, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Suleiman. On commence par la Ligue des champions version Navetan. Dakar joue sa finale ce week-end. Oui, c'est une organisation de l'ODCAV, l'organisme
charge de coordonner les activités de vacances dans le département de Dakar. Cette finale se joue dimanche prochain au stade de Léopold Sédar Senghor et va opposer ASC Liberté 4 à ASC Koloban. Les organisateurs veulent en faire une fête pour la jeunesse du département de Dakar. À cet effet, toutes les dispositions ont été prises d'après le président de l'ODCAV, son nom, Pape Marlo, que nous écoutons. Toutes les dispositions ont été prises et ces dispositions sont de deux niveaux. Le premier niveau, c'est les dispositions relatives au fair play qui sont applicables à tous les ASC pour que justement le match se joue dans un esprit de fair play en respectant l'éthique sportive. Le deuxième niveau, c'est le schéma organisationnel et sécuritaire qui a été défini, élaboré et communiqué au niveau des deux ASC pour que justement tous les acteurs puissent respecter l'ensemble du schéma organisationnel et sécuritaire pour qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas de couac dans l'organisation. Nous en profitons pour remercier le parrain Diouf Sarr, la ville de Dakar, notre partenaire stratégique, notre invité d'honneur Karim Fofana, l'ensemble des acteurs du mouvement Naïtan, pour que la finale se joue dans de très bonnes conditions. Et à ce niveau-là, les standards internationaux seront déployés dans son aspect protocolaire pour que justement qu'on se donne une image beaucoup plus reluisante du Naïtan au niveau du département de Dakar. Thilmakha, à la peine, les infrastructures y font défaut. Ah oui, les infrastructures font défaut. Et pourtant, des talents n'y manquent pas, des talents de footballeurs. Cependant, ces jeunes peinent encore à démontrer la plénitude de leurs connaissances. Les infrastructures sportives faisant défaut, Cheikh Anta Diop a assisté à la finale des Navétanes et les populations en ont profité pour poser leurs doléances. Cette finale de la Coupe de Thilmakha, très populaire, opposant l'ASC Rakadio à l'ASC Djambar, a réuni tous les acteurs politiques du département de Tivaouane. Partis au pouvoir comme ceux de l'opposition, Cheikh Ibrahim Ndiaye, responsable politique à Thilmakha, a saisi l'occasion pour déplorer le manque d'infrastructures sportives dans la localité. Comme vous l'avez constaté, l'infrastructure manque de trop. Vous l'avez constaté vous-même, il y a un manque criant d'infrastructures sportives ici à Thilmakha. C'est la principale doléance de cette jeunesse. Tous les responsables politiques qui se sont mobilisés derrière Cheikh Ibrahim Ndiaye ont salué cette belle initiative. Yankhoba Diatara, le premier vice-président du conseil départemental de Thiès. C'est ma troisième participation à ces finales. C'est un tournoi aujourd'hui qui dépasse le volet politique. Parce que si nous constatons la présence du maire de Niakhène, monsieur le maire, on vous remercie. Cela veut dire que vous êtes au-dessus des clivages politiques. Comme on le dit, c'est le Sénégal uni aujourd'hui qui, dans la solidarité, dans l'union des cœurs, se retrouve à Thilmakha. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de dire félicitations et bravo à Cheikh Ibra pour cette belle initiative qui fait vivre Thilmakha, aussi augure des lendemains meilleurs pour Thilmakha. Une finale qui s'est jouée dans la sportivité et le fair play. À l'arrivée, c'est l'ASC Rakadio qui a battu l'ASC Djambar sur le score de 3-2. Magnifique, c'est la première fois qu'une équipe remporte ce trophée du côté de l'ASC Rakadio. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Hors de nos frontières, le Boxing Day ce jeudi avec un choc au sommet. Ah oui, c'est jour de fête aujourd'hui. Donc en Angleterre, on va jouer cette journée importante avec, disons, cette journée traditionnelle appelée Boxing Day, des matchs qui se jouent au lendemain de Noël. Les matchs qui vont démarrer dans 3 minutes, 12h30 exactement, entre Tottenham et Brighton. Chelsea va en découdre avec Southampton à partir de 15h à la même heure. Everton, pour la première d'Ancelotti en tant qu'entraîneur, reçoit Burnley. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté affronte West Ham United. Ismaïla Sarr et Watford sont à Sheffield United, le promu. À 17h30, retour de Paul Pogba qui avait joué l'autre fois, juste en fin de partie. Donc avec Manchester United, le français, et qui reçoit la formation de Newcastle. Et puis le plat de résistance sera suivi à partir de 20h. Une rencontre devra mettre aux prises Leicester à Liverpool. Comme par hasard, ces deux formations sont en tête de la Première Ligue anglaise. Liverpool devant cependant de 10 points les Foxes. Merci, cher Tidiane Diagne.